Comme il est de coutume, le chef de l'État congolais s'est adressé à ses concitoyens le 31 décembre 2014 pour le traditionnel message de vœux. Au cours de ce message, le chef de l'État a fixé quelques actions qu'il entend mener au cours de l'année 2015, mais aussi aborder quelques questions d'actualité internationale et nationale. Et qu'est-ce qu'il faut réellement retenir de ces discours? C'est ce que nous allons tenter de faire avec nos invités au cours de cette tribune spéciale que nous consacrons à ce message donc du chef de l'État. Et nous allons avec eux tenter de décrypter pour essayer de vous apporter plus de lumière sur ce message. Pour faire cet exercice, nous avons invité pour vous les acteurs politiques, mais aussi un observateur de la vie politique nationale. Il s'agit bien évidemment de monsieur Clément Nyirassa, qui est le président du PSDC. Et nous avons également monsieur Bonaventure Mbaya, il est le président de l'Alliance progressiste internationale. Et nous avons également monsieur Jean-Claude Nkou, qui est le spin doctor du président de la République, ça veut tout simplement dire consultant en communication politique. Il est aussi patron de Congo Site, qui est un média sur Internet, mais aussi spécialiste en Internet. Monsieur, bienvenue dans cette tribune et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je le disais tout à l'heure que nous allons parler avec donc, les acteurs politiques sur le message du chef de l'État. Et une précision, nous avons aussi invité sur cette tribune un représentant de la majorité présidentielle. Mais malheureusement, au moment où nous commençons cette émission, ils ne sont pas là. Nous espérons peut-être dans les prochaines occasions, nous pourrons avoir les représentants de la majorité présidentielle. Qu'à cela détienne, nous sommes là, je le disais au début, que nous allons parler donc, du discours du chef de l'État. La première question, je pose à M. Bonaventure Mbaya. Vous avez suivi, comme tous les Congolais, le message du chef de l'État. Globalement, comment vous avez analysé ce message ? Merci beaucoup. C'est avec grand intérêt que, comme tous les Congolais, j'ai suivi personnellement le message du chef de l'État. Vous savez que ce message, avant qu'il ne soit connu, diffusé officiellement dans les médias nationaux et internationaux, les Congolais étaient dans une espèce de psychose due au fait que il régnait dans le pays un climat plutôt délétère par rapport à l'attente de ce message. Donc nous avons attendu ce message avec grand intérêt, avec angoisse pour certains, avec un certain scepticisme même pour d'autres. C'est donc, je dirais, de prime abord, à chaud, que j'ai été plutôt surpris de constater que le président a pris une certaine hauteur par rapport à ce que les gens attendaient. Le PCT et le parti présidentiel avaient déjà annoncé les couleurs avant ce message par la tenue de son comité central, oui. Au cours duquel le PCT s'était exprimé clairement par exemple, pour un changement de la Constitution. Nous allons en parler, dans cette émission. Or, dans le message du président, il n'a pas été question de cela. Le président, vous m'avez posé une question. D'accord, allez-y, terminez, bien évidemment. Et pour lancer également le débat, l'émission. Oui, bien évidemment. Donc, je dis que par rapport donc, à ce que j'ai retenu de ce message, j'ai d'abord constaté que contrairement à ce que tout le monde redoutait, le président ne s'est pas exprimé clairement en faveur de son parti. Il n'a pas dit que je soutiens ce que le comité central a décidé, que je vais changer la constitution, que je vais faire telle chose. D'accord, alors je vais vous arrêter là s'il vous plaît, parce qu'on va donner la parole aux autres, on va revenir. Je termine la réponse à ma question. Oui, allez-y. Donc, par rapport à cette question, je dis que les jeux sont ouverts. Le président a quand même reconnu qu'il se déroulait dans le pays un débat dans lequel il y avait des gens qui s'étaient exprimés dans un sens et d'autres qui s'étaient exprimés dans un autre sens. Et qu'il laissait faire ce débat-là. D'accord. Alors, donc, je crois que par rapport à cela, on peut dire que le président a tenté, je dirais, de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne peux pas le dire, mais il a tenté de se mettre au-dessus de la mêlée. D'accord. On a compris votre pensée, monsieur Bonaventure Mbaya. N'a-t-il pas été sincère?
Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. D'accord, même peut-être au cours de l'émission, vous aurez l'occasion de pouvoir le préciser. Je donnais la parole donc à M. Clément Mirassa. Vous êtes de l'opposition et le message, M. Bonaventure vient de dire que le président était à la hauteur. C'est ce que vous avez ressenti vous aussi? Moi, je donnerai un avis qui est le mien, qui est certainement celui qui est partagé par beaucoup de Congolais et beaucoup de compatriotes de l'opposition. Moi, je dirais de façon synthétique que ce message n'a pas répondu aux attentes des Congolais. Expliquez-vous. Les Congolais souhaitaient que pour l'échéance de 2016, parce que nous sommes à moins de 600 jours, et pour ce que nous considérons comme être un faux débat sur la Constitution, le président n'a pas répondu aux attentes des Congolais. Et il souhaitait que le président soit le plus clair possible. D'autant que pour ceux qui pensent comme moi, en fait, le président n'a ni le pouvoir, ni les prérogatives de changer la Constitution. Et on voulait qu'à cette occasion, le président dise qu'en 2016, je ne serai pas candidat parce que je suis en train d'exercer mon deuxième, ultime et dernier mandat. Et il faut que les Congolais s'unissent pour préparer en 2016 une élection libre, démocratique et transparente et que les Congolais vivront en 2016 l'alternance démocratique. Voilà, nous avons compris votre position et M. Jean-Claude Cou, vous êtes spécialiste en Internet et on a vu, juste après les discours, même actuellement, il y a une sorte de mouvement sans cesse sur Internet, des commentaires dans tous les sens sur ce message. Et vous qui regardez assez près, comment vous sentez les réactions des uns et des autres après ce message du chef de l'État? Écoutez, au lendemain du discours du président de la République, et comme il fallait s'y attendre, dans les médias et notamment sur Internet, il y a eu ce raz-de-marée, cette effervescence. Et pour cause, c'est vrai, les uns et les autres, ici l'ont dit, les gens attendaient le discours du président. Mais ce raz-de-marée s'explique aussi parce que finalement, le discours du président, eh bien, il a remis beaucoup de choses en place. Et il a recadré ce qu'on pourrait dire être la vie politique dans ce pays, en commençant par le président de la République lui-même, qui dit qu'il entend n'exercer que son job, sa fonction de président de la République, c'est-à-dire travailler pour son peuple, pour le bien-être de ce peuple, et dans le respect parfait de la Constitution qui court, et du mandat, et de ce mandat qui est le sien, jusqu'à 2016. À partir de ce moment-là, ça ouvre pour la classe politique de ce pays des atouts énormes. Pourquoi? Parce que la classe politique qui est déjà dans un débat, ce débat, il ne date pas d'avant-hier, il date d'un certain temps sur la Constitution. Maintenant que le président de la République parle ainsi en reprenant sa place, la classe politique qui s'est installée dans ce débat, elle a l'opportunité incroyable d'exercer maintenant son vrai talent, c'est-à-dire de repartir vers son peuple, vers l'opinion et d'expliquer avec la plus grande pédagogie ce que ce débat signifie pour ce peuple par rapport à ses aspirations, par rapport aussi à ses acquis. Et des acquis en termes de paix, de sécurité et le cap qui a été mis durant ces dernières décennies dans ce pays pour le faire monter sur le plan économique. Tous ces enjeux doivent être tenus compte dans ce débat et les politiques sont là pour bien l'expliquer. Mais l'opposition aussi dans ce discours, ceux qui sont de l'opposition, ils doivent très bien se retrouver parce que ce discours du président leur donne une opportunité incroyable de montrer enfin à quel niveau et à quel point ils sont éventuellement prêts à diriger ce pays et donc à sortir de tous les discours qui véhiculent tant bien que mal une certaine haine, une certaine incitation rapide à la violence et aussi à tous ces procès d'intention et pourquoi pas la diabolisation d'une certaine classe d'adversaires politiques et enfin exercer la vraie fonction de l'opposition qui est de se constituer en personne, en organe possible, capable de prendre le relais
d'un autre régime. D'accord. On va essayer de fixer les choses. On va être. Je voulais réagir. Vraiment. D'accord. Vous allez réagir. D'accord. Je vais vous donner la parole. Non, je sens parce que ce que monsieur, on est vraiment plein dedans. Je n'ai pas parlé longtemps d'entrée de jeu. D'accord. Mais excusez-moi, permettez-moi juste une seconde de fixer. Je vous prie, mes invités. Donc il y a les téléspectateurs qui nous regardent. J'aimerais bien que nous restions vraiment en faisant la synthèse de nos réponses pour que nous puissions évoluer dans le débat. Et je vois que nous sommes déjà en plein débat. Donc allons-y. Allez-y, vous voulez réagir? Je voulais revenir sur ce que... Parce que c'est très important. Monsieur Kou parle de l'opposition qui est comme dans une démarche de la haine et comme de l'incitation à la violence. Non. C'est le pouvoir qui est dans une démarche de haine et d'incitation à la violence. Comment vous expliquez ça? Le 7 septembre, le collectif des partis de l'opposition a organisé un meeting en salle au palais des congrès. Après que le meeting se soit très bien déroulé, les militants du collectif des partis de l'opposition ont été attaqués. Certains ont été blessés. Ces éléments ont été appréhendés par le directeur départemental de la police, le général Bouiti. Mais est-ce que cela n'est pas une accusation gratuite? Le général Ndengue a instruit le général Bouiti pour les libérer. Et jusqu'à présent, aucune enquête n'a été faite. Il s'en est suivi l'affaire des Smith, etc. Et vous comprendrez. Moi, j'ai organisé une réunion du mouvement citoyen et j'ai subi une agression, une violence qui est le fait du pouvoir. Et lorsqu'on parle de paix et de sécurité, et lorsque le citoyen, surtout l'opposant, ne se sent pas en sécurité, il ne se sent pas protégé, et qu'on se rend compte que la force publique a fait un choix d'être derrière le pouvoir. Mais vous n'allez pas dire ça, d'accord, vous allez pas dire ça, je veux juste... La force publique protège la nation. Mais puisqu'ils ne vont pas dans les cas que vous citez, il ne s'agit pas de venir protéger quelqu'un qui, je ne sais pas ce que vous faisiez dans ce meeting, monsieur Mirassa, je ne peux pas vous juger pour ça. Mais je me permets de dire que lorsque la force publique intervient quelque part, c'est effectivement pour régler l'ordre dans le public. Donc, dans votre cas, si vous estimez avoir été lésé dans une affaire comme celle-là, écoutez, vous portez plainte, vous vous expliquez, et le problème sera résolu en ces termes-là. Moi, quand j'explique que sur le plan politique, il y a des discours qui incitent à une certaine haine, je ne fais aucune allusion au fait que des manifestations aient été autorisées, pas autorisées. Ça, c'est du rôle de la préfecture. Ça, c'est du rôle de la police. Et c'est leur travail et on ne peut pas se mêler de ce qu'ils ont à faire. Vous serez content, vous, monsieur, si un jour vous êtes agressé par des gens qui sont des bandits et que la police intervenait pour essayer de vous en sortir. Voyez, donc, pour laisser dire qu'il faut laisser le temps à la police de faire son travail. Elle peut peut-être se tromper, mais lorsqu'elle est en train de faire son travail, on n'a pas le droit de lui faire des procès d'intention. Donc, si j'ai aussi bien compris, le débat actuel, il n'est pas sur le travail de la police. Non, il n'est pas sur les débats, d'accord. On ne parle pas du travail de la police. Mais restons, c'est important de soulever, bien évidemment. Revenons à notre sujet. Nous sommes allés vite en besogne, parlons de la Constitution, parce que nous allions de toutes les façons parler de cela. Mais parlons aussi de quelques projets ou des actions que le président a projetées pour l'année 2015. Je vous rappelle, vous avez suivi les discours, le chef de l'État a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre les actions de la construction des infrastructures. Il a parlé des 12 hôpitaux qui vont être construits dans les 12 départements du pays, alors que par ailleurs, il a également reconnu que la situation économique en 2015 n'est pas bonne. Est-ce que vous trouvez ça, c'est réaliste? Je pense que c'est réaliste de toutes les façons. Le président ne pouvait pas dire le contraire de ce qu'il a dit par rapport à son action à lui, puisqu'il s'inscrit dans le cadre d'un projet qui est son projet à lui. Nous, à l'opposition, nous avons notre point de vue sur ce projet. Donc, quand il dit qu'il va continuer son projet, c'est normal. Il est dans le cours normal de son mandat, qui, rappelons-le, court jusqu'en 2016. 2016. C'était normal, donc. Donc, c'est quelque chose que vous avez salué? Je dis, non, saluer le mot est peut-être pas le bon mot. Je dis que c'était normal. C'était normal que dans le cadre de son mandat, il précise qu'il va continuer à travailler. Et ça voulait dire en clair qu'il ne voulait pas s'engager, c'est-à-dire gâcher son mandat en s'engageant dans une espèce de conflit.
tout de suite. Il veut continuer son travail jusqu'à la fin de son mandat et je crois que ça, c'était dans son droit en tant que président en exercice. En exercice. Monsieur Clément Mirassa, je veux revenir à vous. Monsieur Clément Mirassa, le président a également parlé de l'élèvement du point d'indice pour les salariés, les fonctionnaires de l'État. Et ça fait partie de l'amélioration de conditions de vie des Congolais. Et vous qui êtes à l'opposition, vous aspirez également à diriger. Vous pensez que nous sommes dans le bon chemin vers l'émergence à travers ces actions? J'ai réagi d'abord à ce que Bonaventure Mbaye a dit. Le président Sassou a été élu sur la base d'un programme. S'il exécute ce programme, c'est tout à fait normal qu'il soit encore fort. D'autant que nous n'avons jamais bénéficié d'une situation financière aussi bonne, grâce un peu au contexte pétrolier, que celle que nous avons connue, puisque nous avons eu des budgets qui ont dépassé 4 000 milliards, etc. Mais là où le bas blesse, et par rapport à un certain nombre d'engagements pris, parce que j'ai le chemin d'avenir avec moi, vous avez un certain nombre d'assurés. Vous savez, quand le président de la République, il prête le serment en 2009, il dit quelque chose de fort. Il dit le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de vol, de détournement, de concussion, de népotisme. Et il situe bien le niveau de responsabilité. Il dit là, ce sont les dirigeants qui sont interpellés. Jusqu'aujourd'hui, on va à la fin de son mandat, rien n'a été fait. Et je suis heureux d'avoir dans mon dossier le document que... Mais quand vous dites rien n'a été fait, vous ne pensez vraiment pas que c'est gratuit de dire ça? Il y a des efforts qui sont faits, il y a la commission de lutte contre la corruption. Vous connaissez à quel niveau le Congo se place du point de vue de la corruption? Nous sommes parmi les pays les plus corrompus du monde. Vous le savez. Mais il y a quand même des efforts qui... Les efforts, ils ne sont pas visibles. Et il y a dans ce pays des situations de gabégie, d'enrichissement illicite, de surfacturation des projets. Et si ces problèmes ne sont pas abordés, donc je dis, c'est le bas faible. Parce que ce sont des engagements que le président a pris dans le cadre du programme qu'il a présenté aux Congolais et qui ne s'exécute pas. Maintenant, quand vous me parlez de l'indice, c'est la même chose. Il y a eu une négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il s'agit au gouvernement de respecter les engagements qui ont été pris. Justement, c'était ça, donc nous ne pouvons, si le gouvernement respecte l'engagement qu'il a pris, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais par contre, je vous dirai ceci, et c'est ça qui me peine, la situation des retraités, les arriérés de pension. Vous voyez, on commence à parler de la chute du prix du baril de pétrole et on n'a pas été capable de régler la situation des populations vulnérables comme les retraités. Et il y a plein d'autres situations. Mais on pourra y revenir. On pourra y revenir, je vous comprends. Monsieur Jean-Claude Nkou, vous avez suivi également, on parle de côté économique, du volet, des actions que le chef de l'État prévoit. Il y a les JA, les Jeux africains, qui vont être, les efforts vont être maintenus malgré la situation économique faible. Selon vous, vous pensez que c'est la bonne direction? On y va? Oui, moi je pense que tout le monde ici sur ce plateau a quasiment salué l'action qui se poursuit. C'est une action qui suit un engagement de gouvernance, donc qui se poursuit et qui pour rien, pour l'instant, au monde, ne va se retrouver altéré. Donc, quand même la situation se présente désormais peut-être comme étant un petit peu délicate sur le plan économique, eh bien, le gouvernement maintient son engagement de poursuivre la recherche du bien-être, la recherche de l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens,